Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition spéciale de l'Africa Newsroom depuis Bangui à l'occasion de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 consacrée à la valorisation des ressources minières en Centrafrique. Pour en débattre, nous recevons Maxime Kazaki, ancien ministre, ancien coordinateur du processus de Kimberley. Bienvenue sur Africa 24. Merci. Nous recevons également Eddy Symphorien Parekouti, candidat du Parti de l'Unité et de la Reconstruction à l'élection présidentielle. Bienvenue à vous. Merci. Et nous recevons aussi Yves Sangami Maïkane, porte-parole de l'Union pour le renouveau centrafricain. Bienvenue sur Africa 24. Bonsoir, madame. Avant de commencer, je vous propose de suivre cet élément de la rédaction d'Africa 24. Nous avons essayé de répertorier des secteurs prioritaires, notamment le secteur de l'énergie. Pourquoi de l'énergie? De l'énergie parce que tu ne peux pas aller dans un développement si tu n'as pas de l'énergie. Tu ne peux pas développer un pays si tu ne passes pas par l'industrialisation. Qui dit industrialisation dit énergie. Hein, il y a même des investisseurs qui arrivent avec des projets énergivores. Donc, il va falloir mettre déjà en place les infrastructures pour permettre donc à ces investisseurs d'amener les outils d'industrialisation pour le développement de ce pays. Il y a les routes. Hein, pour relier notre pays à tous les autres pays qui nous entourent, parce que nous sommes un pays enclavé, il faut de très bonnes routes, des infrastructures routières. Et là où passent les routes, il y a le développement qui suit. Donc tout cela, il y a une sorte de connectivité, c'est un développement intégré. Ensuite, vous avez l'agriculture, le secteur de l'agriculture, parce que nous bénéficions de terres arables d'une très grande qualité. Hein? Ça sert pour l'agriculture, mais ça sert également pour l'élevage. Et il y a aussi les mines. Il y a aussi les mines parce que c'est un pays qui recèle de ressources minérales importantes. Et je crois que notre pays va pouvoir développer son économie à travers l'exploitation, la transformation et la commercialisation des pierres précieuses. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom consacré à la valorisation des ressources minières. Monsieur Maxime Kazaki, la Centrafrique dispose d'un potentiel minier immense, mais encore insuffisamment valorisé. Comment structurer le secteur pour maximiser sa contribution au développement national tout en améliorant la gouvernance et la régulation? Oui, je vous remercie. C'est une vaste question. Je vais vous donner ma vision de la chose. La manière de développer ou de mettre en place une stratégie pour la promotion du secteur minier ou des filières, diamant et or par exemple, est souvent basée sur un certain nombre de contraintes. Vous avez d'abord pour contrainte votre propre géologie. C'est-à-dire que, dans notre cas, pour aller vers un exemple concret, jusqu'ici nous avons exploiter nos ressources en nous disant que nous avons des ressources exclusivement alluvionnaires, donc elles sont ou elles ne seront exploitées que de manière artisanale, ce qui était une erreur dès le départ. On peut avoir des ressources alluvionnaires, mais faire de l'exploitation qui soit mécanisée, semi-industrielle, ce que nous aurions pu et dû faire depuis longtemps. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Avant que je parle des questions plus industrielles. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Tout simplement parce que nous étions dans une époque, une période de libéralisme économique où l'on disait qu'il était préférable de laisser ces secteurs ou ces exploitations au secteur privé seul. Ce qui fait que, dans le cas de notre pays, nous sommes trouvés avec des sociétés minières, des sociétés, des bureaux d'achat qui achètent et exportent, quelques coopératives qui n'avaient pas les moyens, n'est-ce pas, de produire en masse. Et donc, l'État s'est cantonné
dans une posture où il ne faisait quasiment que toucher des taxes à l'exportation. Ça ne fait pas vivre une économie, ça ne renforce pas un budget. Je suis de ceux qui ont toujours dit que nous devons avoir un État industriel participant lui-même, et particulièrement dans le domaine minier. J'ai, dans le cadre du processus de Kimberley que vous évoquez et dans d'autres, j'ai eu à contrôler plusieurs pays, mais vous verrez que les pays qui ont réussi à promouvoir de manière très sérieuse leur secteur minier, leur filière diamant-or en particulier, ce sont des pays où l'État s'est impliqué. L'État s'est impliqué dans la production, seul ou en partenariat, n'est-ce pas, dans des partenariats publics-privés avant l'heure pour certains, et dans des partages de production, et non pas simplement en percevant des taxes à l'export. Je note et je constate avec satisfaction qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures et de décisions. C'est-à-dire que de créer des sociétés d'État, des sociétés dont l'objectif est, au-delà de la recherche, d'améliorer la recherche, d'aller vers la production, seul ou en partenariat. Aujourd'hui, tous les dispositifs sont là pour que l'État puisse produire seul et avec d'autres. Donc, fondamentalement, c'est déjà cela. Il faut que l'État soit un État industriel à côté d'exportateurs privés, mais qu'il faut encadrer. Peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Il faut encadrer les artisans, les petits acteurs, afin d'améliorer cela, mais je suppose qu'on y reviendra tout à l'heure. Et vous, monsieur Maïkane, quel est votre avis sur la question? Bon, merci de m'avoir posé la question. Je pense que pendant longtemps, pendant des décennies, on n'a pas pris le problème par le bon bout. Je m'explique. Quand vous regardez les zones minières, les villes minières en Centrafrique, c'est une paupérisation terrible. Pas d'infrastructure, la pauvreté extrême, elle est partout. Le Centrafricain n'a jamais bénéficié des revenus miniers qui sont tirés sur ce sol. Donc je pense qu'il faut commencer par repenser le développement de ces zones-là en mettant le Centrafricain, les autochtones au centre de tout. Comment les mettre au centre de tout? Déjà, il faut avoir une démarche participative, il faut parler avec les autochtones. Ils ont besoin de quoi? On leur demande jamais leur avis. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, quand vous allez dans certaines villes, ces 5-10 dernières années, il y a des villes qui ont été complètement transformées. Je vous donne l'exemple de Nola. On est passé de 2 Chinois à 500 à 1000 Chinois dans un village de la Centrafrique. La population s'est transformée, les pratiques se sont transformées, les gens se sentent envahis, l'argent part à l'extérieur et leurs enfants n'ont pas d'école, n'ont pas accès à l'eau potable, n'ont pas accès aux services de santé. Et ils sont toujours très pauvres. Ce sont des gens qui gagnent moins de 2 $ par jour pour vivre. Et donc, je pense que l'exploitation de nos ressources minières depuis les indépendances ont été pensées par les colons à l'époque pour satisfaire leurs besoins. Nous avons fait que reproduire des mécanismes existants qui nous mettaient dans l'esclavage. Au niveau de l'URCA, nous pensons qu'il faut faire autrement. Il faut innover. Il faut mettre le Centrafricain au centre de tout, les populations autochtones au centre de tout, ne pas penser que notre devenir ne deviendra exclusivement des sociétés minières étrangères. Quand vous regardez le secteur minier, il n'y a pas de véritable filière. On exploite et on vend. Il n'y a pas d'école pour apprendre, d'école publique, pas une politique, ou des écoles publiques à Bria, à Nzako, à Berberati, à Carnot, où on apprend aux gens à comprendre des pierres précieuses. Il n'y en a pas. Depuis 65 ans, il n'y en a pas. L'État s'en fout.
Les gens qui veulent apprendre le métier vont à l'extérieur sur leur propre denier pour apprendre. On avait, à l'époque du président Bokassa, je crois, le comptoir national de diamants, il a été liquidé. On n'apprend pas aux Centrafricains à tailler le diamant. Tous ceux qui travaillent dans le secteur là viennent de là. On n'a pas d'école qui forme des joailliers. Si votre candidat remporte la présidentielle, qu'est-ce que vous allez faire par rapport? On va faire beaucoup de choses audacieuses. Mais avant d'agir, on va parler avec nos frères, nos compatriotes, parce que c'est une question qui concerne tout le monde. On va s'asseoir pour essayer de comprendre ce que nous pouvons tirer de nos richesses minières et comment nous pouvons les utiliser de manière durable d'une part et comment nous pouvons les utiliser pour tout un chacun. Il est hors de question, en tous les cas, de mettre en place des politiques qui captent les ressources tirées de ce secteur-là pour venir enrichir Bangui et laisser toutes ces communautés dans la pauvreté la plus totale. Merci, M. Maïkane. M. Parikouti, comment impliquer les communautés locales dans la gestion des ressources? C'est très facile. Bon, je commence d'abord par la première question que vous venez de poser, valoriser le secteur minier. Vous savez, notre pays, la République centrafricaine, s'est doté des qualités, des différentes qualités de mines, le cas de l'or, diamant, le coltan et tout ça. Et tous ces mines sont vraiment des facteurs déterminants pour le développement. Malheureusement, notre pays ne profite pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas valorisé. Pourquoi on n'a pas valorisé? C'est par manque de technologie. Parce que pour valoriser tous ces secteurs, il faut doter la population de technologie. Parce que quand on parle de l'artisanat, on utilise la force humaine. C'est difficile parce que les mines se trouvent sous sol. Et ça prend du temps pour exploiter. Mais valoriser ou développer le secteur minier, c'est d'abord construire comment on appelle, des centres de formation dans ces locaux. Il faut les former, il faut les doter de moyens technologiques pour qu'ils puissent comprendre exactement que ce qu'ils portent, l'or et le diamant et les autres mines sont vraiment les facteurs d'abord de leur propre développement et le développement de leur secteur. Parlons justement de la technologie. La contrebande prive l'État de revenus importants et nuit à l'image du secteur. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour améliorer la traçabilité et réduire la fraude? Bon, améliorer la traçabilité, d'abord, il faut vraiment adopter ce qu'on appelle la politique de transformation. Il faut qu'on doit d'abord transformer et raffiner, par exemple, l'or ici chez nous avant de l'exporter. Parce que quand on exporte l'or d'une manière brute, il y a trop de contrebande, il y a trop de mafia, il y a trop de problèmes autour de ça. Mais quand on raffine, il y a des processus que l'État va mettre en place pour raffiner et connaître exactement la pureté de l'or ou comment on appelle la qualité du diamant, la clarité, avant de l'exporter. Donc, tout ça, il faut vraiment que le pays soit doté. Par exemple, le bec d'or, c'est-à-dire c'est l'entité censée vérifier et contrôler les mines, mais ils n'ont pas vraiment une... Quels sont les outils qui doivent être utilisés pour contrôler? Je parle de la technologie. Parce que en dehors de la technologie? Il y a les outils, il y a par exemple les machine guns, il y a les détecteurs par exemple dans tous les aéroports. Quand tu fais le trafic de diamants et tout ça, quand tu passes, ça détecte. Hein, ça détecte, mais ici à l'aéroport de Bangui, bon, je ne sais pas comment, mais il y a quand même des brigades minières qui sont là, mais ils ne sont pas dotés d'une technologie très élevée pour pouvoir arrêter toute cette contrebande de l'or. Monsieur Kazaki, quel est votre avis sur la question? Oui. Alors, moi, je pense qu'il s'agit de politique plus générale à mener. Et je vais m'expliquer. On ne pourra pas, sauf à décider que aucun diamant brut ou aucun or brut ne sorte du pays. Bon, ça peut être une décision forte. Mais nous sommes dans un monde concurrentiel et de libéralisme économique.
il y a des opérateurs qui s'inscrivent dans l'exportation de diamants bruts, d'or brut. Mais évidemment, le rôle de l'État, c'est aussi de réguler. Mais c'est aussi de mettre les mesures qui permettent ce que dit Monsieur le Président Paris-Koty, à savoir de faire en sorte ou de privilégier la valorisation, la valeur ajoutée. Je vais venir sur les questions de fraude, parce que fraude et contrebande ne sont pas la même chose. Bien souvent, on les confond. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, aussi bien que comment pousser les communautés à mieux gagner. Alors, moi, j'ai travaillé dans ce secteur-là de manière vraiment transversale depuis l'époque du président Patassé jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que je sais exactement quelles sont les politiques qui ont été menées par chaque gouvernement. Tous, y compris certains des candidats d'aujourd'hui qui étaient aux affaires. À la décharge de chacun, ce que moi je dis, c'est que la question est une question de vision globale. Monsieur Sangami l'a dit tout à l'heure, en réalité, nous n'avons pas pris les choses par le bon bout dès le départ. Chaque gouvernement qui s'est installé, je pourrais, si c'était nécessaire, vous en donner des preuves. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous avons un code minier qui a été révisé, justement pour permettre la valorisation, pour permettre qu'il y ait la transformation, des fonderies, qu'il y ait des structures qui puissent faire, n'est-ce pas, des lingots avant d'exporter, etc. Que nous puissions arriver probablement aussi à, d'ailleurs, déjà une structure qui est créée pour aller vers de la taille ou de la taillerie. Moi qui vous parle, depuis 25 ans, j'ai fondé une école et nous formons des évaluateurs de diamants bruts. C'est une école privée créée par moi-même, certes, mais j'ai eu une autorisation de l'État pour le faire. Vous savez, l'État crée des écoles, mais l'État peut susciter, n'est-ce pas, des privés pour créer des écoles et tout cela contribue, n'est-ce pas, à la formation des individus. Nous le faisons depuis des années et je peux vous dire que dans mon école, nous avons formé des milliers d'artisans miniers, des milliers de collecteurs. Nous avons un objectif aujourd'hui. Nous l'aurions déjà atteint si ce n'était les troubles du passé, d'aller vers une taillerie école. C'est un peu complexe dans tout ça. Maintenant, sur la question de la fraude, de la participation disons, de meilleurs revenus pour les acteurs à la base. Alors, tout cela se nourrit les uns des autres. Pourquoi est-ce que les gens fraudent? Et là, il faut comprendre. Les gens fraudent pourquoi? Les gens fraudent soit parce que les taxes sont, selon eux, trop importantes. C'est un comportement économique, socio-économique même. Si les taxes sont importantes, je ne vais pas les payer, je préfère vendre à quelqu'un directement. Donc, depuis quelque temps, on regarde pour dire quel est le niveau de taxes qui ferait que les gens, n'est-ce pas, ne frauderaient pas. Si vous regardez le niveau de taxes sur le diamant et sur l'or dans notre pays, il a drastiquement baissé. Quand nous commencions à l'époque, dans les années 92-93. Merci, M. Sangami, effectivement. Eh bien, le niveau de taxes était extrêmement élevé. 12-13%. Pour le diamant comme pour l'or. Aujourd'hui, nous sommes à 3% sur l'or, quand on était à une époque à 8% sur l'or à l'exportation. Sur les diamants, on était dans des choses incroyables. Donc, je pense qu'ici, il y a des avancées qui ont pour objectif de ramener les gens dans le tuyau. Et si l'on fait de la production industrielle, c'est une des meilleures manières, encore plus, n'est-ce pas, de ramener les gens ici. Merci, Monsieur Kazaki. Monsieur Maïkane, partagez-vous le même avis que Monsieur Kazaki? En partie. Pourquoi? Parce que nous sommes des libéraux à l'URCA, donc on ne peut pas être contre l'initiative privée. Mais il y a une chose essentielle qui peut nous différencier, c'est que nous voulons à l'URCA que le Centrafrique et les Centrafricains aient la pleine souveraineté sur leurs ressources minières. C'est quelque chose qui est capital. Et ça, on n'a pas besoin de se diviser, c'est une question d'intérêt national. Nous pouvons organiser un forum national sur les ressources minières avec l'ensemble des composantes de la société et décider. Un pays a fait ça et il est très en avance, c'est le Botswana.
Au jour d'aujourd'hui, les ressources que le Botswana tire de l'exploitation de ces mines sont énormes, mais elles profitent d'abord à l'État botswanais et aux populations botswanaises. Donc, il faut sortir de ce schéma hérité de la colonisation qui nous disait, par exemple, il faut faire du café. Il faut exporter le café, il faut exporter le coton, etc. Même si on n'en a pas besoin. On est à 1500 km de la mer, mais on va faire ça, on va payer toutes ces taxes. Non, on fait ce qui nous convient, ce qui nous profite. Et ce désarroi, c'est dommage que vous n'ayez pas eu l'opportunité de faire un reportage dans une zone minière. Vous allez voir Berberati. C'est là où il y a des beaux diamants. On trouve beaucoup de diamants. Mais c'est désolant. Abria, c'est l'une des zones où on a les meilleurs diamants de joaillerie au monde. C'est reconnu. Et quand vous Pourquoi voyez ce n'est pas donc exploité? Ben, c'est exploité, mais ça ne profite pas aux populations locales, ça ne profite pas suffisamment à la Centrafrique, ça ne profite pas à l'État pour toutes ces raisons, contrebande, fraude, politique inadaptée, je dirais même manque d'innovation dans le traitement de ces questions-là. On aurait pu imaginer un système où les communautés aient un droit de regard sur ce qui se passe. Or là, actuellement, quand les sociétés ont des permis miniers et qu'ils exploitent, il est interdit aux populations locales qui ont une aire culturelle qu'ils partagent avec les gens qui habitent là, ils n'ont plus le droit d'y aller, ils n'ont plus le droit de traverser. On les chicote. On est encore comme si on était sous la colonisation. Leurs enfants peuvent mourir. Les sociétés minières ne rendent pas compte. On a eu des exemples récents à Nola, à Berberati, à Sosona Kombo, à Yaloké. Donc c'est une question fondamentalement nationale qui nécessite que les Centrafricains s'asseyent, se parlent et voient quelle est la meilleure voie qui va leur permettre de tirer le plus grand profit. C'est ça qu'il faut mettre en place. Donc, l'URCA n'a pas de recette miracle, mais nous avons une démarche qui peut être originale, qui va permettre à toutes les couches de la population de traiter de ces questions parce qu'il y va de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. Parce que la manière dont on va exploiter ces ressources minières affectera les générations futures. Donc, il faut des politiques originales, des politiques qui tiennent compte de tous ces aspects. Voyez-vous, certains acteurs utilisent du mercure pour pouvoir... Ça pollue les rivières. Au bout de 3 à 5 ans, ils s'en vont. Mais les communautés locales qui n'ont pas accès à l'eau potable, elles consomment cette eau. Les poissons qu'on pêche sont contaminés. Des fois, les taux sont supérieurs à 1200% à ce qui est permis pour la consommation humaine. On a fait une enquête par un laboratoire indépendant qui est le laboratoire Lavoisier, notamment sur la rivière Ouam à Bozoum. De Bozoum à Batangafo, l'Ouam est pollué. La diversité écologique, elle est menacée. Des femmes ont perdu des enfants. Les populations, les hippopotames qui étaient là, qu'on voyait, ont disparu. Jamais, au grand jamais, ces sociétés minières chinoises, parce qu'en l'espèce, il s'agissait de 18 sociétés minières chinoises, n'ont indemnisé qui que ce soit. Elles ont disparu nuitamment. Du jour au lendemain, elles ont quitté les sites. Les réparations écologiques n'ont pas été faites. C'est catastrophique. Est-ce normal? Ça, c'est je dirais, c'est le fait d'avoir un État qui ne pense pas son devenir. On est là, quelqu'un vient, on prend l'argent, on prend le bakshish, on signe le papier et on s'en fout. Mais cette destruction de notre faune, de notre écosystème doit être réparée. Mais qui est le mieux outillé pour réclamer
réparation pour les communautés, si ce n'est l'État. Nous allons continuer avec ce débat. Nous marquons une courte pause et nous revenons dans un instant. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom consacré à la valorisation des ressources minières. Monsieur Kapare Kouti, la réglementation actuelle reste insuffisante pour assurer une exploitation équitable et durable du secteur minier. Quelles réformes législatives ou institutionnelles sont prévues dans votre projet de société pour sécuriser le secteur et protéger l'État et les communautés? Vraiment, c'est une très bonne question. Comme je venais de dire, le secteur minier est un secteur déterminant pour le développement. Il y a de grands chantiers déjà engagés par le gouvernement en place et ils sont palpables. Et beaucoup reste à faire. Vous savez, on fait des réformes par rapport aux évolutions de l'homme et par rapport aux évolutions de problèmes, par rapport aux défis commerciaux et surtout avec les relations avec les autres partenaires. Mais les réformes est prioritaire. C'est-à-dire, je veux parler quand on veut valoriser. Je parle de la transformation. Vous savez, l'Europe n'exploite pas l'or. L'Inde n'exploite pas l'or, mais il transforme l'or. Et ça contribue au développement de l'Inde et ça contribue aussi au développement de l'Europe. Au lieu que nous, en Centrafrique, on perd notre temps à creuser nos terres, à perturber même, c'est-à-dire la quiétude du village et tout ça. Si vous arrivez, par exemple, dans le secteur minier et tout ça, les gens sont quasiment pauvres. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'orientation dans la vie, ils boivent même pas de l'eau et tout ça. Donc, je veux beaucoup plus faire des réformes sur la négociation parce que chaque collecteur ou chaque nagbata, on dit en sango nagbata, c'est-à-dire c'est des artisans, il faut les former à négocier, c'est-à-dire, je voulais dire, la coopération sud-sud directement avec les partenaires parce qu'on ne développe pas un peuple, mais on donne l'accès et les voies et moyens au peuple de se développer seul. Donc moi et mon gouvernement, je dois tout faire, donner l'accès à ce peuple, d'avoir l'accès à des bailleurs de fonds à l'extérieur. Vous parlez de partenariats, vous parlez nationaux, internationaux. Exactement, parce que nous en Afrique, même si tu donnes une tonne de l'or à un Nagbata dans un village, qu'est-ce qu'il va faire avec? Parce qu'on n'a pas d'industrie, même les Centrafricains ne portent pas de l'or. Si vous arrivez, par exemple, vous marchez en ville, il y a peu de Centrafricains qui portent l'or, alors que nous, on exploite l'or et on exporte. Mais pourquoi pas pousser les Centrafricains à acheter le produit, pousser les Nagbata, pousser tous ces artisans-là à fabriquer de l'or. Ils ont déjà du mal à se soigner et à manger. Vous leur demandez d'aller acheter pousser, non, de l'or. leur donner envie. Donner envie que voilà, ça c'est de l'or, c'est précieux. Quand tu portes ça, c'est garanti. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux vendre. Ça peut te servir comme comment on appelle. Ça peut te servir. C'est l'or, c'est l'argent. Il n'y a pas une différence entre l'or et l'argent. Même l'or est plus valorisé que l'argent. Donc, les réformes vont beaucoup concentrer sur la négociation entre les artisans et les bailleurs, qui sera fondée sur la relation gagnant-gagnant. Il faut mettre ça dans leur tête. Quand quelqu'un vient dans votre village, malgré le système libéral, n'empêche pas au gouvernement de protéger les intérêts de son peuple. Donc nous devons les protéger et leur donner les idées que voilà, c'est eux qui détiennent l'économie du pays. Donc la réforme va beaucoup plus être du côté de ceux qui exploitent et qui produisent l'or et les diamants, et surtout les mines. Et vous, Monsieur Maïkane, qu'est-ce que votre parti prévoit dans ce sens? Comme réforme? Oui. En tous les cas, ça serait des réformes audacieuses. Audacieuses, pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois. Et donc, il faut traiter la question avec beaucoup de sérieux pour que de nombreux Centrafricains dans les zones minières n'aient pas à subir l'exode rural pour venir à Bangui et engrossir les villes et traîner, s'adonner à la délinquance. Il faut une profonde réflexion pour qu'on puisse mettre des filières professionnalisantes qui leur permettent de gagner leur vie en étant dans ce secteur. Il faut
aussi permettre que les générations futures ne soient pas pénalisées. Donc, en termes d'exploitation, la manière dont on exploite, les composants des produits qu'on utilise, on doit être regardant. On doit être extrêmement regardant. Récemment, je dis récemment, il y a 2-3 semaines, on a encore eu un cas qui a défrayé la chronique sur Nola, exploitation avec des produits illégaux qui portent préjudice aux populations. Il y a eu le cas de l'OAM. Et tout ça, c'est arrivé pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas été regardant. Le gouvernement. Quel qu'il soit. Il n'a pas été regardant. Pourquoi? Parce que les agents qui devaient faire un travail de contrôle ne l'ont pas fait. Il y a eu du laxisme, il y a eu de la corruption, des permis ont été délivrés sans contrôle, l'État n'a pas donné les moyens aux agents publics d'aller sur les sites et de vérifier la manière dont le travail se fait. Et il y a eu ce désastre écologique et désastre humain, puisqu'il y a eu des morts. Et donc, vous voyez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et en tous les cas, sur les aspects législatifs, il faut une réforme. Il n'est pas normal qu'un ministre, quel qu'il soit, quel que soit son parti, puisse à lui tout seul prendre la responsabilité et la décision de donner des permis miniers à qui il veut. Nous avions, lors du forum de Bangui, donc il y a 2013-2014, décidé que l'Assemblée nationale, où il y a des élus du peuple, devait exercer un contrôle plein et entier sur les permis miniers, que ceux-ci devaient être publiés pour que tout un chacun sache comment, etc. etc. Il s'est trouvé que la Cour constitutionnelle a, sur une question posée par le président de l'Assemblée, en tout cas le bureau de l'Assemblée, a mal interprété la loi et a dit que seul le bureau de l'Assemblée nationale pouvait regarder et donner un avis. Conséquence immédiate. Des députés ont réclamé de l'argent à des investisseurs qui étaient venus pour justement avoir un permis minier. Des députés ont été corrompus. Ils ont été attrapés la main dans le sac parce que les investisseurs avaient pris la précaution de les filmer, recevant l'argent, etc., mettaient ça dans leur poche, donnant des instructions. Et la commission d'enquête parlementaire qui a travaillé dessus a eu l'enregistrement, l'a publié en plénière. La République a vu que si ça se passe de cette manière entre quelques personnes, c'est facile de corrompre. Donc, en tous les cas, rétablir un contrôle des élus du peuple nous semble indispensable. Et il faut qu'on le fasse de telle manière qu'on ne puisse pas revenir dessus. Et comme je dis, sur la méthode, c'est une question qui concerne tous les Centrafricains. Il n'est pas question d'indexer tel ou tel, mais de faire avec tout le monde. Par contre, là où on sera certainement très strict, c'est qu'il faut sévir, il faut punir. Merci, monsieur. Monsieur Kazaki, quelles sont les réformes que vous proposez dans le secteur minier? D'abord, je voudrais m'assurer que la distribution de la parole et le temps de parole sera bien équitable pour nous tous, autour de cette table. Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors, d'abord, je suis d'accord avec M. Parekouti quand il dit que les réformes sont des actes qui se posent en fonction de l'évolution du contexte et national et international. Parce qu'il y a des éléments nouveaux, contextes nouveaux à partir desquels on fait des réformes, à partir desquels on renforce les dispositifs légaux, juridiques et autres qui sont là. Ça, c'est la première chose que je veux dire en chutant pour dire que c'est ce que le gouvernement fait. C'est ce que le gouvernement fait pour justement évoluer dans l'encadrement du secteur privé. Un certain nombre de réformes et d'actes qui sont posés aujourd'hui
ne l'ont pas été posées hier et du temps de certains des candidats qui sont ici, et aussi mon ami Sangami. J'ai pensé que nous allions avoir un débat qui était un débat sur... qui n'était pas un débat, j'allais dire... comment dire cela polémique et d'incrimination. Mais je suis obligé de venir à ça. Vous savez, moi j'ai participé au contrôle des diamants et vu celui de l'or depuis les années que j'ai évoquées. Je disais depuis les années Patassé. C'est pas sous les années du professeur Touadéra, hein, d'accord? Et nous en avons vu des cas de fraude. J'étais à la tête de cette institution, justement, qui s'occupait de cela. On a d'ailleurs failli me mettre en prison tout simplement parce que nous avions évoqué un cas qui était non pas de sous-évaluation, notre rôle c'était de combattre la sous-évaluation des taxes à l'exportation, mais d'un cas de surévaluation parce qu'il s'agissait ici de blanchiment d'argent. À ces époques déjà. Ce que moi je veux dire, en parlant de manière plus responsable, c'est qu'à ces époques, comme aujourd'hui, il y a vraiment des trains de mesures à mettre en œuvre pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, le secteur minier et la vie de ceux qui y travaillent. Quelques-unes qui sont dans le nouveau dispositif mis en place. Par exemple, comment améliorer la vie des Nagbata, ce que vous appelez tout à l'heure, c'est-à-dire les diamineurs, les artisans miniers, les coopératives. C'est en mettant en place déjà une fiscalité adaptée. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un retour de fiscalité, n'est-ce pas, comme on le fait dans le bois, ou comme on a tenté de le faire dans le bois, n'est-ce pas, dans les zones, les régions, les préfectures, les zones d'exploitation minière. Cela est prévu dans le dispositif actuel pour améliorer, n'est-ce pas, la vie de ces personnes. Dans les dispositifs dont l'objectif est d'améliorer la vie des populations qui vivent sur le diamant. Mais ça peut être, on parle du diamant ou de l'or, mais ça peut être le cas dans le bois. Ça pourrait être le cas aussi dans l'agriculture, par exemple. Eh bien, il y a des dispositifs dont l'objectif, c'est-à-dire c'est un peu, ça va au-delà de la redevabilité, mais c'est de rendre aux autres ce qu'ils nous produisent, eh bien, de faire en sorte que on puisse effectivement qu'il y ait des obligations, comme ça a été fait à l'époque dans le code pétrolier. Il y a des obligations aujourd'hui pour que, si vous exploitez, vous devez faire des écoles, vous devez contribuer au niveau médical, d'avoir des centres médicaux, etc., etc. La question de l'environnement de l'exploitation, qui a été évoquée tout à l'heure, à juste titre, ça n'est pas une question du gouvernement Touadéra. Cette question, elle se pose aussi bien au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout. C'est une question importante parce que justement, l'exploitation minière, surtout quand elle est faite de manière artisanale, alluvionnaire, apporte tout cela. Eh bien, un certain nombre de dispositions ont été prises pour ça. Je vais parler de la souveraineté sur les ressources nationales. Et je vais parler du cas de Botswana, de Namibie et d'autres, que je connais très bien. Ce sont des pays que j'ai contrôlés. Le cas du Botswana qui a été évoqué tout à l'heure. Le Botswana, effectivement, a décidé d'améliorer sa chaîne de valeur, c'est-à-dire d'augmenter la valeur ajoutée en faisant quoi? En faisant encore en sorte qu'une bonne partie de ces diamants soit taillés avant d'être exportés, mais encore plus, soit transformés en joaillerie avant d'être exportés. Ça correspond à une phase historique de leur exploitation minière. Ce qui n'est pas dit ici, c'est qu'ils font une exploitation minière intensive et industrielle, ce que nous ne faisons pas ici, et depuis très longtemps. D'accord? C'est cela qui permet, n'est-ce pas, avec la quantité de diamants produits, etc., d'arriver, ils sont arrivés historiquement à cela. Mais il faut aussi répéter, il faut aussi dire que quand le Botswana fait cela, mais on oublie de dire qu'il ne le fait pas seul. Là-bas, au Botswana, tous les diamants sont produits en partenariat entre le gouvernement du Botswana et la De Beers.
C'est pourquoi vous avez une société qui s'appelle Debswana, De Beers Botswana, comme il y en a une en Namibie qui s'appelle Namdeb. Donc, c'est pour dire que les réalités du monde international sont celles-là. Nous n'avons pas les capacités capitalistiques très intensives pour aller très loin, etc. On le fait avec des partenaires, M. Paricuti le disait tout à l'heure, internationaux, mais à nous maintenant de faire en sorte que ces produits-là, on s'assure qu'une bonne partie soit transformée localement, n'est-ce pas? Et qu'une partie puisse être exportée librement, tout simplement parce que il y a un marché pour ces produits-là. Je vais terminer en disant, et permettez-moi de rattraper un peu le temps que vous m'avez pris. Oui, Selon lui. je suis très regardant sur ça. Voyez-vous, même quand on exporte notre diamant en brut, ok, nous sommes dans le top 5 des diamants de meilleure qualité dans le monde. Quand vous exportez le diamant brut, en Belgique, on l'appelle, c'est du Bangui. Les anglophones disent, this is Bangui good. Le good, la matière, Bangui. Et il y a eu pendant longtemps des exportations frauduleuses de diamants de Russie vers l'Europe, parce que c'était du diamant blanc, mais qui n'était pas aussi de la bonne qualité que la nôtre, mais qui était dit d'origine centrafricaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec le gouvernement? C'est de faire en sorte que, à terme très court, sur la base des textes qui sont pris, on puisse avoir à nouveau une taillerie, les textes sont déjà pris, une taillerie nationale, faire la transformation nationale, et puis les joailleries au Botswana, là, c'est pas les joailleries de l'État, hein. On suscite, on promeut et on pousse le secteur privé à créer des joailleries et à faire de la taille. Je vous remercie. Merci, M. Kasaki. Je vous propose d'écouter cet autre élément signé par la rédaction d'Africa 24. Comme aujourd'hui, la République centrafricaine veut mettre le secteur privé au cœur du développement, au cœur de la relance économique, donc il va falloir permettre à ce que ce qui fait la faiblesse du secteur privé soit renforcé. Le ministre de la Justice est monté au créneau pour essayer de décliner tous les efforts en termes de réforme que la République centrafricaine est en train de faire pour que ce climat des affaires soit assuré vraiment dans une grande mesure possible et de façon que le pays puisse attirer, d'abord faciliter le travail aux investisseurs centrafricains locaux qui travaillent dans le secteur privé, mais aussi attirer les investisseurs qui viennent de l'extérieur, notamment que ce soit de l'Europe, de l'Asie, pour qu'ils n'aient pas à hésiter un seul instant à venir en République centrafricaine, tout en sachant que maintenant les conditions sont en train d'être réunies. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Monsieur Paricuti, le développement d'une filière minière locale compétitive dépend aussi de la logistique et des infrastructures. Quelles stratégies concrètes peuvent permettre d'industrialiser l'exploitation et la transformation des ressources minières? En tout cas, je partage vraiment certains points de vue avec le ministre Kasaki sur ce qui concerne les réformes et le développement et faciliter l'infrastructure routière et tout ça. Vous savez, tout ça dépend de moyens. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui qu'on va changer nos infrastructures routières d'une manière miraculeuse. Quels sont les dispositifs que vous allez mettre en place? Les dispositifs, on a des partenaires. Et ces partenaires, il faut vraiment engager des négociations gagnant-gagnant, je veux dire. Avez-vous déjà identifié ces partenaires? Bon, c'est toujours la Banque mondiale, c'est toujours le FMI, c'est toujours le BAD, parce que sans eux, les défis en Afrique ne peuvent pas se relever, sans eux. Donc vous ne valorisez pas les entreprises locaux? Les entreprises locaux existent. Vous savez, le monde d'abord est divisé en deux. Il y a le monde des riches qui sont les pays européens, il y a le monde des pauvres qui sont nous les Africains.
Et les riches continuent à être riches en exploitant nos richesses. Donc, pour mieux exploiter notre richesse, être en conformité avec les standards européens, il faut traiter avec eux. Parce que ce n'est que eux. Eux, ils continuent à être riches, nous, on continue à être pauvres. Donc, il n'y a aucun moyen qu'un pays africain se dise aujourd'hui, parce que je voyais ce que le ministre Kazagi parlait de Namibie. Moi, j'étais Namibie, c'est pas loin de chez moi. Toutes les sociétés diamants or en Namibie travaillent ensemble avec les sociétés européennes. Et c'est grâce à ça que la Namibie aujourd'hui développe. Aucune société africaine qui dise que nous sommes indépendants, nous sommes non. L'Afrique a eu l'indépendance politique. Mais même l'indépendance politique, on n'a pas eu ça 100%. Mais l'indépendance économique, on n'a pas encore eu ça. On dépend toujours de l'Europe. C'est par rapport à ça que les diamants exportés et tout ça. À la fin, on part demander des aides en Europe pour venir, c'est-à-dire pour notre développement en Afrique. Donc, l'infrastructure que vous voyez a engagé des projets avec nos partenaires techniques et financiers. Et il faut être sérieux avec eux. Et il faut vraiment utiliser les fonds. Parce que la plupart des fonds donnés en Afrique, des milliards de dollars donnés en Afrique pour le développement, ne vont pas dans c'est-à-dire ne sont pas vraiment liés au projet. Ça va dans les poches de certaines, comment dirais-je. Merci, M. Parekouti. Et vous, M. Maïkane, quel est votre point de vue sur la problématique? Je suis sidéré par ce que j'entends. Je suis vraiment sidéré. Et je vous promets, M. Parekouti, que je veux faire tout mon possible pour que vous ne soyez jamais président de ce pays. Parce que entendre dire ça... C'est toi le Dieu, non? Non, je dis, je ne vais pas prier, je vais travailler à ce que vous ne soyez jamais président de ce pays. Parce qu'entendre ce que vous dites, si la jeunesse de ce pays écoute ça, mais c'est gravissime. C'est une vous réalité. Êtes d'un misérabilisme. C'est parce que vous êtes ignorant, vous comprenez rien. Bon. Mais oui, vous êtes non, ignorant. Ce que il nous faut comprenons, comprendre bien ce qui se passe dans le monde. Oui. Quel monde qui évolue sans l'Europe aujourd'hui? Vous faites partie de ces Africains complexés qui pensent que vous avez appauvri tout le monde en disant leur bon développement Maïkane viendra de l'extérieur. Mais vous avez un génie en vous, en tant qu'Africain, en tant que Centrafricain. Mettez-le à contribution. Arrêtez de pleurer que le blanc vienne, que le blanc vienne. Il y a quoi? C'est malheureux. Entendre ça au XXIe siècle dans la bouche de quelqu'un qui veut exercer les plus hautes fonctions d'un pays. C'est malheureux. Et je m'attacherai à tout faire pour que vous ne soyez pas président. Alors, monsieur, vous voyez, répondez à la question, s'il vous plaît. Vous parlez de partenariat, M. Kazagi en parle. Tout à fait, je suis d'accord avec lui. Il faut avoir les bons partenaires. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est quand toute la pègre mondiale se retrouve à Bangui, pour aller voir notamment tel ministre, tel fonctionnaire, donner tel bakshi. Ça, cette méthode n'est pas bonne. Ça, nous allons combattre. Des partenaires sérieux, techniques, financiers, qui ont de l'expérience, comme De Beers, qui ont fait leur preuve ailleurs, qui viennent par la grande porte, sans jeter un bakshi sur une table pour nous aider, nous sommes totalement d'accord. Mais on veut en finir avec les pratiques mafieuses qui ne profitent qu'à quelques-uns et pas au pays. Voilà la différence. Et là-dessus, il faut être clair. La pègre mondiale qui débarque à Bangui, qui emporte des diamants, etc., on n'en veut pas. Ça ne profite pas à la Centrafrique, ça ne profite pas aux populations autochtones, et ça, c'est fini. On mettra fin à ça. C'est tout. Merci, monsieur. Je vous remercie, madame. Et vous, monsieur Kazagi, quel est votre point de vue sur la question? On va lui donner encore la parole, il a beaucoup parlé. Non, il va parler, il doit répondre aussi à la question. Vous êtes embarrassé? Non, pas du tout. Non, mais je ne peux qu'être d'accord. Quand on dit qu'il faut mettre fin aux pratiques mafieuses. Elles auront toujours cours partout dans le monde, hein, partout dans le monde, y compris en Centrafrique. Elles ont commencé il y a très longtemps. Et pas ici. Et même ici, avec des cas notoires, dans des régimes et gouvernements différents et précédents. Moi, c'est simplement ça que je veux dire. Mais il faut une volonté d'y mettre fin. Ce que j'observe, c'est que des actions sont menées par le gouvernement aujourd'hui pour le faire. Oui, il faut promouvoir des partenariats
qui ait un sens, qui vienne dans le sens de promouvoir le pays. Gagnant-gagnant. Vous le savez certainement, puisque Africa 24 a couvert, j'ai organisé récemment un forum sur l'investissement et les partenariats, ici à Bangui, ici dans cet hôtel. Quel était l'objectif? L'objectif, justement, c'était de remettre encore plus de la visibilité sur la destination Centrafrique, sur les actions d'amélioration du climat des affaires menées par le gouvernement afin d'attirer encore plus d'investisseurs. Mais dans quel but? C'était un forum d'investissement et de partenariat. C'était pour qu'il y ait des partenariats avec les Centrafricains, des parcs privés, comme avec l'État centrafricain dans le cadre de PPP, ou triangulaire avec les trois, n'est-ce pas? Dans une atmosphère et dans des objectifs gagnant-gagnant, tout secteur confondu. C'est de cela qu'il s'agissait. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement fait, c'est effectivement d'aller dans ce sens-là. Rien n'est aussi facile qu'on ne peut le dire, ou ça ne se fait pas par un coup de baguette magique, ça se saurait. Et ceux qui ont gouverné avant et qui veulent revenir aujourd'hui l'auraient fait si facilement, si c'était le cas. Je dis simplement qu'il faut de la méthode, il faut rester, comment dire ça, constant dans la volonté d'améliorer les choses au niveau législatif et à tous les niveaux. Voilà ce que je peux dire. Merci, chers invités. C'est la fin de cette édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24 depuis Bangui en Centrafrique. Nous avions aujourd'hui Yves Sangami Maïgani, porte-parole de l'Union pour le renouveau centrafricain, Eddy Symphorien Parekouti, candidat du Parti de l'Unité et de la Reconstruction à l'élection présidentielle, et enfin Maxime Kazaki, ancien ministre et ancien coordonnateur du processus de Kimbélé. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez nos programmes sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24. Merci. Merci.